Bonjour amis, comment allez-vous? D'où regardez-vous cette vidéo? Aujourd'hui, je vais vous raconter comment moi, Gauthier Dupont, manager de projet dans une agence d'architecture à Paris, j'ai été licencié pour des raisons d'économie. Mais sans moi, l'entreprise a tout perdu. Imaginez, un lundi a bouleversé ma vie. Je marchais dans les ruelles du Marais, saluant la boulangère, planifiant un projet de restauration d'une maison ancienne. Quelques heures plus tard, dans le bureau du directeur, on m'annonce froidement que mon poste est optimisé. Un choc, pas seulement financier, mais une trahison de la confiance envers ceux avec qui j'ai travaillé des années. Le lendemain, dans un café du boulevard Saint-Germain, j'entends par hasard des collègues discuter de combien l'entreprise a économisé en me virant. Leurs rires résonnent encore dans ma tête. Mais savez-vous ce qui s'est passé ensuite? Je n'ai pas crié ni protesté. J'ai quitté Paris pour Lyon, recommencer de zéro, un blog, des projets, une nouvelle vie. Pendant ce temps, l'ancienne entreprise s'effondrait, des projets avortés, des clients perdus. Ils pensaient que j'étais un rouage remplaçable, mais j'étais celui qui maintenait l'équilibre. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment une trahison est devenue une opportunité, comment j'ai refusé de revenir et choisi la liberté. Ce n'est pas une histoire de vengeance, mais de contrôle repris. Je m'appelle Gauthier Dupont, j'ai 42 ans et je suis manager de projet dans une agence d'architecture à Paris. Chaque matin, je marche jusqu'au bureau à travers les ruelles du Marais. En chemin, je m'arrête à la boulangerie de Madame Lefebvre où flotte l'odeur des croissants frais. Elle me demande toujours comment je vais et glisse un baguette chaude dans mon sac. Je hoche la tête, je souris et nous échangeons quelques mots sur la météo. Au bureau rue de Rivoli, je supervise la restauration de bâtiments anciens. Mon travail, c'est de tout contrôler. Plan, délai, budget. Mes collègues me respectent, même s'ils me trouvent strict. Je vérifie chaque esquisse, chaque devis, pour éviter les erreurs. Hier, par exemple, j'ai remarqué qu'un entrepreneur avait gonflé le coût de la pierre pour un hôtel particulier à Saint-Germain-des-Prés. Un coup de fil, et c'était réglé. Après le travail, je rejoins des amis dans un café du boulevard Saint-Germain. On boit un expresso, on débat de politique ou on parle d'un nouveau film. Le dimanche, je vais au marché du Marais, j'achète du fromage, des olives et je discute avec les commerçants. Le soir, chez moi, face à la Seine, je lis un livre ou je relis mes notes de projet. Ma vie suit un rythme précis. Je sais que le matin, je verrai Madame Lefebvre, que la journée sera remplie de discussions avec les ingénieurs et que le soir, j'aurai le temps pour un verre de vin. J'ai construit cette stabilité au fil des années. L'agence apprécie mon travail. Les clients me font confiance. Je suis convaincu que tout est sous contrôle, que mon travail est le socle de beaucoup de choses. Parfois, je pense à l'avenir, mais pour l'instant, tout va bien. Lundi matin, je traversais le Marais comme d'habitude, un baguette chaude chez Madame Lefebvre à la main. J'étais prêt pour une réunion sur la restauration d'un hôtel particulier à Saint-Germain-des-Prés. Au bureau, rue de Rivoli, j'ai remarqué que les collègues échangeaient des regards étranges. Sophie, mon assistante, d'ordinaire bavarde, m'a tendu un café en silence et est partie. J'ai haussé les épaules et me suis plongé dans mes plans. À 10 heures, on m'a convoqué dans le bureau du directeur. Je pensais discuter du budget ou des délais, mais à côté de Pierre Laurent, notre directeur, était assis Jean-Marc Boucher, le nouveau consultant de Lyon. On avait travaillé 6 mois ensemble sur la restauration d'un théâtre dans le Marais. Je le trouvais compétent mais un peu fuyant, toujours souriant, mais avec un regard froid. Pierre a commencé sans détour. Gauthier, nous optimisons l'équipe. Ton poste n'est plus nécessaire. Merci pour ton travail, mais dès demain, tu es libre. J'ai figé. Jean-Marc fixait un point sur le côté, jouant avec son stylo. C'est à cause du budget? Ai-je demandé. Pierre a hoché la tête. Il faut réduire les coûts. J'ai voulu en savoir plus, mais il m'a coupé. La décision est définitive. Sophie t'accompagne. J'ai ramassé mes affaires au bureau. Les collègues se taisaient. Certains évitaient mon regard. Sophie m'a tendu une boîte avec mes dossiers et a marmonné. Désolé Gauthier, je suis sorti, les jambes lourdes. Dans ma tête, une question tournait. Comment? J'ai sauvé leur projet, corrigé leurs erreurs, négocié avec les clients. Et en un matin, tout était fini. Le lendemain, je suis allé prendre un café au boulevard Saint-Germain pour réfléchir. À une table voisine, 2 collègues, Louis et Claire, ne m'ont pas vu. On a économisé presque 100 000 € en virant Dupont, a dit Louis en ricanant. Claire a répondu. Jean-Marc pense qu'il peut gérer. Pierre est content, moins de dépenses. J'ai serré ma tasse au point que mes doigts ont blanchi. Ils parlaient de moi comme d'une ligne budgétaire superflue. Leurs rires m'ont transpercé. J'ai posé de l'argent sur la table et je suis sorti. Chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur et parcouru mes anciens projets. Chaque plan, chaque devis représentait des années de ma vie. Je me suis souvenu de Pierre me félicitant pour un contrat sauvé à Bordeaux, de Jean-Marc me serrant la main après le théâtre. Et maintenant, il m'avait jugé inutile. En regardant ma carte de visite avec le logo de l'agence, j'ai compris. Ce n'était pas juste un licenciement, c'était une trahison. Ils m'ont utilisé tant que j'étais utile, puis jeté comme un brouillon obsolète. Je n'ai pas appelé Pierre ni écrit à Jean-Marc. Crier ou discuter n'avait aucun sens. Mais à cet instant, j'ai décidé, ils ne détruiront pas ma vie. Je trouverai un moyen d'avancer sans eux.
Après mon licenciement, je ne pouvais plus rester à Paris. La ville que j'aimais m'était devenue étrangère. Les ruelles du Marais, les cafés de Saint-Germain, même l'odeur des baguettes de Madame Lefebvre me rappelait la trahison. J'ai fait ma valise, pris mon ordinateur et déménagé à Lyon. J'ai loué un petit appartement à la Croix-Rousse où l'on entend le matin les marchands installer leurs étals de légumes. Les fenêtres donnaient sur une rue pavée et cela m'aidait à repartir de zéro. Au début, je ne savais pas par où commencer. J'avais de quoi vivre 2 mois, mais rester inactif n'était pas dans mes habitudes. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à écrire. Pas des lettres à Pierre ou Jean-Marc, pas des plaintes, mais un blog sur l'architecture. Je parlais de la restauration de bâtiments anciens, partageais des plans accumulés pendant des années. J'ai appelé le blog l'art de Pierre, l'art de la pierre. J'écrivais sur la manière de préserver l'âme des vieilles maisons sans perdre leur histoire. En quelques semaines, j'ai vu que mes articles n'étaient plus. Des gens laissèrent des commentaires. Propriétaires, étudiants, même quelques architectes de Marseille. L'un d'eux, François, m'a écrit « Gauthier, vos idées sont inspirantes. J'ai un projet à Annecy, ça vous intéresse ?» J'ai accepté. C'était un petit hôtel particulier du XVIIIe siècle à restaurer. Je suis allé à Annecy, j'ai rencontré François, inspecté la maison. Nous avons discuté jusqu'à minuit, parlant poutres et enduits. J'ai pris le projet en main. Je travaillais seul, sans équipe, sans patron. Je faisais les plans, cherchais des fournisseurs, négociais avec les artisans. C'était difficile, mais libre. Je ne me souciais plus de Pierre ni de l'approbation de Jean-Marc. En 1 mois, j'ai fini le plan et François était satisfait. Il m'a recommandé à un ami qui voulait restaurer une ferme en Provence. Le blog a commencé à rapporter. J'ai activé des publicités et bientôt des propriétaires m'ont contacté directement. Certains voulaient des conseils, d'autres des projets. Je ne prenais pas de gros contrats comme à Paris, mais ces petits projets assuraient de ma stabilité. Je travaillais dans un café à la Croix-Rousse, buvais un café, regardais les passants. Parfois, je me surprenais à ne pas regretter ma vie d'avant. À Lyon, j'ai trouvé un nouveau rythme. Le matin, j'allais au marché, achetais du fromage et des fruits, discutais avec les commerçants. L'un d'eux, un vieil homme nommé Jacques, plaisantait toujours. « Gauthier, tu es presque un local. Bientôt tu vendras des pêches. » Je riais, mais ces mots me touchaient, je faisais partie de cet endroit. 3 mois plus tard, j'ai reçu un mail d'Antoine, un vieil ami de Paris. Il m'a écrit que l'agence où je travaillais perdait des clients. Le projet du théâtre du Marais, que je gérais, avait échoué à cause des erreurs de Jean-Marc. J'ai lu le message et refermé mon ordinateur. Pas de joie ni de colère, juste la certitude d'avoir fait le bon choix. Je ne voulais pas revenir dans ce système qui m'avait utilisé. Ma nouvelle vie était plus modeste, mais elle m'appartenait. Je travaillais pour moi, choisissais les projets qui me plaisaient. Je ne criais pas vengeance, je ne faisais pas de plan pour les détruire. Mais chaque nouveau client, chaque article sur mon blog était ma réponse. Je prouvais que je pouvais réussir sans eux. Et surtout, j'étais en paix. À Lyon, j'ai commencé à construire une nouvelle vie. Mon appartement à la Croix-Rousse était mon refuge. Chaque matin, je buvais un café près de la fenêtre, écoutant le bruit du marché. Mon blog, l'art de Pierre, gagnait en popularité. Des gens de Toulouse, Bordeaux, même Bruxelles, m'écrivaient pour des conseils sur la restauration de maisons. Je répondais à chacun, passant parfois des heures à expliquer comment préserver des poutres anciennes ou choisir la bonne pierre. Ce n'était pas juste un travail. J'avais l'impression de retrouver ma voie. Le projet à Annecy, proposé par François, a tout changé. Un hôtel particulier du XVIIIe siècle demandait une restauration complète. Murs effrités, toits qui fuyaient. J'ai passé une semaine à étudier les plans et les archives de la ville. J'ai rencontré des artisans, négocié les matériaux. François me faisait confiance, sans intervenir, et c'était une sensation nouvelle. Personne ne me surveillait. Quand le projet s'est terminé, un journal local a publié un article sur l'hôtel particulier restauré. Mon nom a été cité et j'ai reçu une dizaine de messages de propriétaires d'autres maisons. J'ai décidé de développer mon blog, j'ai commencé à enregistrer des vidéos montrant comment démonter de vieilles structures ou choisir une peinture pour des façades historiques. La première vidéo a été tournée dans un café à la Croix-Rousse avec mon ordinateur et un expresso. La qualité n'était pas parfaite, mais les gens ont aimé. Les abonnés ont augmenté. 1000, puis 5000, puis 10 000. J'ai lancé un cours en ligne sur la restauration de l'architecture française. Des étudiants du Canada, de Suisse, même d'Australie s'inscrivaient pour apprendre à travailler avec des bâtiments historiques. Un jour, un professeur de la Sorbonne, Henri Dubois, m'a contacté. Il m'a invité à donner une conférence sur la restauration pour les étudiants en architecture. J'ai accepté, bien que nerveux. J'étais habitué aux plans, pas aux estrades. La conférence a eu lieu dans un vieil amphithéâtre à Paris. J'ai parlé de comment préserver l'âme d'un bâtiment sans en faire un musée. Les étudiants posèrent des questions et après, Henri m'a serré la main. « Gauthier, revenez plus souvent. Il y a mis tête tournière. » Bientôt, l'Université de Lyon m'a proposé une série de conférences. J'ai accepté et préparé des supports. C'était un nouveau défi. Je ne me contentais plus de restaurer des maisons. J'enseignais aux autres. Ma vie avait changé. Je choisissais où travailler, avec qui parler, quels projets accepter. Le matin, j'allais au marché de la Croix-Rousse, acheter des pêches et du fromage, discuter avec Jacques, qui plaisantait toujours sur mon avenir de marchand.
6 mois après mon arrivée, j'ai reçu une grosse commande. Le propriétaire d'un château dans la vallée de la Loire voulait restaurer une chapelle du XVIe siècle. Je suis allé sur place. J'ai examiné les fresques abîmées, passé une semaine avec les restaurateurs à discuter de chaque détail. Le projet a pris 3 mois, mais le résultat était incroyable. La chapelle ressemblait aux gravures d'époque. Le client, ravi, m'a recommandé à des connaissances en Suisse. Mon blog est devenu une plateforme où je partageais non seulement des techniques, mais aussi des histoires. Je racontais chaque projet. Comment j'avais trouvé une brique rare pour un hôtel particulier ou sauvé une fresque de l'humidité. Les lecteurs écrivaient « Gauthier, vous rendez l'histoire vivante ». C'était plus qu'un travail, j'avais trouvé ma place. Parfois, je repensais à Paris, pas avec nostalgie, mais avec une clarté froide. J'imaginais Pierre dans son bureau, Jean-Marc luttant avec mes anciens projets. Il pensait que je disparaîtrais, mais j'étais là, à Lyon, avec de nouveaux clients, des conférences, un cours. Je ne cherchais pas la vengeance, mais chacun de mes pas prouvait qu'il s'était trompé. J'ai commencé à collaborer avec des architectes lyonnais. Nous discutions de projets autour d'un verre de vin dans des bistrots au bord du Rhône. L'un d'eux, Mathieu, a proposé de créer un atelier commun. J'ai refusé. J'aimais mon indépendance. Mais nous avons travaillé ensemble sur un projet d'école en périphérie de Lyon. C'était mon premier gros projet depuis Paris et je l'ai mené sans la moindre erreur. À la fin de l'année, j'ai acheté un petit appartement à la Croix-Rousse, modeste, mais avec vue sur le fleuve. J'ai accroché au mur un vieux plan de l'hôtel particulier d'Annecy, un rappel de mes débuts. Le soir, je m'asseyais près de la fenêtre, buvais un café et regardais les lumières de la ville. J'étais libre, pas du travail, mais de ceux qui avaient essayé de me briser. Ma vie à Lyon avait trouvé un rythme que j'avais choisi. Mon blog, L'Art de Pierre, rapportait non seulement de l'argent, mais aussi une reconnaissance. Je travaillais sur des projets de restauration qui me plaisaient, rencontrais des clients dans des cafés de la Croix-Rousse, discutant de plans autour d'un café. Le matin, j'allais au marché, acheter des pêches et du fromage, échanger des blagues avec Jacques. Le soir, je m'asseyais près de ma fenêtre, regardant le Rhône, avec le sentiment que tout était à sa place. Mais à Paris, dans l'agence où j'avais travaillé, les choses allaient autrement. J'en ai entendu parler par Antoine, un vieil ami qui m'écrivait parfois. Il m'a raconté qu'après mon départ, les projets avaient commencé à échouer. Jean-Marc Boucher, le consultant qui avait pris ma place, ne gérait rien. Il se perdait dans les plans, oubliait de coordonner les délais avec les entrepreneurs. Le projet du Théâtre du Marais, que je suivais, s'était arrêté. Le client avait rompu le contrat à cause d'erreurs dans les calculs. Antoine écrivait que le chaos régnait au bureau. Les employés se disputaient, Pierre criait lors des réunions. Je n'exultais pas de leur malheur, mais je ne les plaignais pas non plus. Ils avaient choisi ce chemin en décidant que j'étais superflu. Je repensais à ma vieille carte de visite avec le logo de l'agence. Elle était dans un tiroir, comme un souvenir d'un passé que j'avais laissé derrière. Maintenant, j'avais une nouvelle carte, avec mon nom et le titre de mon blog. Un mois plus tard, Antoine m'a écrit à nouveau. L'agence avait perdu un gros client à Bordeaux. C'était un projet de restauration d'un hôtel particulier que j'avais sauvé autrefois en repérant une erreur dans le devis. Jean-Marc n'avait pas vu que l'entrepreneur avait gonflé les coûts et le client était parti chez un concurrent. Pierre avait tenté de rattraper la situation, mais trop tard. Antoine mentionnait que, au bureau, on parlait de moi. Quelqu'un avait dit « Si Gauthier était là, ça ne serait pas arrivé. » J'ai lu le message et posé mon téléphone. Ces mots ne m'inspiraient ni fierté ni amertume. Je savais juste que j'avais tout fait pour que leur projet fonctionne et ils avaient décidé de se passer de moi. Ils en payaient les conséquences. Pendant ce temps, ma vie à Lyon prenait de l'ampleur. Après le succès de la chapelle dans la vallée de la Loire, un propriétaire à Dijon m'a contacté. Il voulait restaurer la façade d'une maison ancienne, en préservant les ornements d'origine. Je suis allé sur place, j'ai passé une semaine à étudier les archives et discuter avec les artisans. Le projet était complexe. Il fallait trouver un type rare de briques utilisées au XVIIIe siècle. J'ai contacté un fournisseur en Provence et nous avons résolu le problème. Le client était satisfait et un journal local a écrit sur mon travail. Mon blog continuait de grandir. Je publiais des articles sur chaque projet expliquant comment choisir des matériaux ou restaurer des fresques. Les abonnés partageaient mes posts et bientôt, j'ai été invité à parler lors d'une conférence d'architecture à Genève. J'ai présenté la restauration de la chapelle, montré des photos avant et après. Après mon discours, un architecte suisse m'a proposé une collaboration. J'ai refusé un partenariat, mais accepté de le conseiller sur un projet à Lausanne. À Lyon, j'étais intégré à la communauté. Les architectes locaux m'invitaient à des rencontres dans des bistrots au bord du Rhône. Nous discutions de projets, débattions des matériaux modernes et des techniques anciennes. Mathieu, avec qui j'avais travaillé sur une école, m'a dit un jour « Gauthier, tu as changé la donne. Personne ne pensait que tu rebondirais si vite. » J'ai souri sans répondre, je n'avais pas besoin de leurs attentes. Pendant ce temps, à Paris, les choses empiraient. Antoine m'a écrit que l'agence avait perdu un autre client, une entreprise qui voulait restaurer un hôtel à Nice. Jean-Marc avait mal calculé le budget et le projet avait été gelé. Les employés commençaient à partir. Sophie, mon ancienne assistante, avait trouvé un poste ailleurs. Antoine disait que Pierre semblait épuisé, vieilli. Lors des réunions, il mentionnait mon nom, mais sans son assurance d'antan.
Un jour, j'ai reçu un mail de Claire, la collègue que j'avais entendue au Café Saint-Germain. Elle écrivait « Gauthier, nous avions tort. Tu étais le cœur de l'agence. Sans toi, tout s'effondre. » J'ai lu et fermé mon ordinateur. Ces mots n'avaient aucun poids. Ils ne pouvaient ni ramener les années données à l'agence, ni effacer leur rire au café. Je n'ai pas répondu. Mon travail à Lyon m'apportait non seulement de l'argent, mais aussi la paix. Je ne dépendais plus des décisions des autres. Chaque projet, une maison à Dijon ou une conférence à Lyon, était mon choix. Je ne pensais pas à la vengeance, mais chaque succès était une réponse. Ils croyaient que je disparaîtrais, mais je construisais une nouvelle vie pendant que leur système s'écroulait. Un an après mon déménagement, j'ai reçu une commande pour restaurer une bibliothèque à Grenoble. C'était un gros projet qui a attiré l'attention des revues d'architecture. J'ai travaillé avec une équipe d'artisans locaux, coordonné les livraisons, vérifié chaque étape. Quand la bibliothèque a ouvert, des journalistes et les autorités locales étaient présents. Le maire m'a serré la main. « Monsieur Dupont, vous avez préservé l'histoire de notre ville. » J'ai hoché la tête, mais je pensais à quel point j'avais avancé depuis Paris. Antoine écrivait de plus en plus souvent. L'agence était au bord de la faillite. Pierre cherchait des investisseurs, mais personne ne voulait miser sur une entreprise avec des projets ratés. Jean-Marc avait démissionné, incapable de supporter la pression. Antoine disait qu'au bureau, on parlait de moi comme d'une légende. Gauthier aurait pu tout réparer. Mais je n'étais pas leur sauveur. J'étais l'homme qu'ils avaient jeté. Je continuais mon travail. Mon cours de restauration a été acheté par des universités en Belgique et en Italie. Je donnais des conférences, rencontrais des clients, écrivais pour le blog. À la Croix-Rousse, j'étais chez moi. Jacques, au marché, m'appelait professeur. Et je riais en achetant ses pêches. Mon appartement avec vue sur le Rhône était devenu un vrai foyer. Je ne suivais pas les nouvelles de l'agence, mais Antoine continuait d'écrire. Il m'a raconté que Pierre avait vendu le bureau de la rue de Rivoli pour couvrir les dettes. L'agence avait réduit son personnel au minimum. Les clients que j'avais apportés étaient partis chez des concurrents. Je lisais ces messages et comprenais. Ils avaient détruit ce que j'avais construit pendant des années. Ma vie était pleine. Je travaillais sur des projets que j'aimais, vivais dans une ville qui m'avait accueilli. Je ne criais pas victoire, mais chaque jour prouvait qu'il s'était trompé. La carte de visite avec le logo de l'agence restait dans un tiroir et la nouvelle, avec mon nom, était dans ma poche. J'étais à ma place et c'était l'essentiel. Un an s'était écoulé depuis mon déménagement à Lyon. Ma vie était pleine. Projets, blogs, conférences. Je venais de terminer la restauration d'une bibliothèque à Grenoble et les journaux locaux parlaient encore de son inauguration. Ce matin-là, je buvais un café dans un bistrot de la Croix-Rousse, vérifiant mes emails. Dans ma boîte, un message de Pierre Laurent, mon ancien directeur. Objet. Discussion. Il écrivait qu'il voulait me rencontrer. « Gauthier, nous devons parler de ton retour. L'agence a besoin de toi. » J'ai posé mon téléphone et regardé la rue où les marchands disposaient leurs fruits. 2 jours plus tard, Pierre et Jean-Marc se tenaient devant ma porte à Lyon. Je ne les attendais pas, mais je n'étais pas surpris. Antoine m'avait prévenu que l'agence était au bord du gouffre. Je les ai invités dans mon appartement. Pierre semblait vieilli, cerne sous les yeux, chemise froissée. Jean-Marc triturait nerveusement la lanière de sa montre. J'ai proposé du café, mais ils ont refusé. Nous nous sommes assis à la table et Pierre a commencé. « Gauthier, nous avons fait une erreur. Tu étais la clé de nos projets. Sans toi, tout s'effondre. » Yeznia, son était temps en l'heure. Jean-Marc a hoché la tête, fixant le sol. « Je pensais pouvoir gérer, mais tes projets, ils sont plus complexes qu'ils n'y paraissent. Le théâtre du Marais, l'hôtel à Nice, tout s'est écroulé. » Je les écoutais en silence. Pierre a continué. « Nous voulons que tu reviennes. Un poste à plein temps, une promotion, toutes les conditions que tu veux. Dis ton prix. » Sa voix tremblait, mais je ne ressentais ni colère ni joie, juste de la clarté. Je me suis levé, approché de la fenêtre. Le soleil brillait sur le Rhône, un tramway teinté au loin. Je me suis souvenu du jour où j'avais rassemblé mes affaires, rue de Rivoli, du rire de Claire et Louis au café, des mots froids de Pierre. La décision est définitive. Je me suis retourné. Vous m'avez licencié pour économiser. Vous pensiez que Jean-Marc me remplacerait, que j'étais juste une pièce interchangeable. Donc Zaki. Pierre a tenté d'objecter. « C'était une erreur, Gauthier. Nous n'avions pas compris à quel point tu étais essentiel. » Jean-Marc a ajouté. « Les clients demandent après toi. Ils ne veulent pas travailler avec nous. » Je les regardais et je ne voyais plus des patrons, mais des hommes, essayant de sauver ce qu'ils avaient eux-mêmes détruit. J'ai pris un verre d'eau, bu une gorgée. J'ai mon blog, mes projets, mes conférences. Je travaille avec des gens qui valorisent mon travail. Pourquoi revenir ? Pierre a froncé les sourcils. Nous t'offrons plus que ce que tu gagnes maintenant. Pense à ton avenir. J'ai secoué la tête. Mon avenir est ici. Je ne veux pas faire partie d'un système qui m'a jeté. Jean-Marc a parlé, presque en chuchotant. « Gauthier, nous perdons tout. Sans toi, l'agence ne survivra pas. » Je l'ai regardé, son assurance d'autrefois, celle que j'avais vue à Paris, avait disparu. Mais je n'avais pas de pitié. Ils avaient fait un choix et j'avais fait le mien. Je me suis levé et j'ai ouvert la porte. « Merci d'être venu. » Mais ma réponse est non. Pierre a voulu ajouter quelque chose, mais j'ai levé la main. « Vous avez pris une décision il y a 1 an. Maintenant, je prends la mienne. » Ils sont sortis. Pierre s'est retourné sur le seuil, comme pour parler, mais il s'est tu. La porte s'est fermée et le silence a rempli l'appartement.
Je me suis assis à la table, j'ai ouvert mon ordinateur, dans ma boîte, un email d'un client suisse avec un nouveau projet. J'ai souri, ce n'était pas un triomphe, pas une vengeance, c'était mon choix, vivre comme je le voulais. Je n'étais plus leur sauveur, j'étais libre. Le matin à Lyon commençait avec le bruit du tramway et l'odeur du pain frais. Je suis sorti de mon appartement à la Croix-Rousse, descendant vers les quais du Rhône. Le soleil se reflétait dans l'eau et la ville s'éveillait. Je suis entré dans mon café habituel, j'ai pris un expresso et me suis assis près de la fenêtre. Mon ordinateur était sur la table, ma boîte mail pleine de messages de clients, un nouveau projet à Toulouse et une demande de conférence à Bruxelles. Je pensais à tout ce qui avait changé. Il y a un an, j'étais manager à Paris, marchant dans le Marais, saluant Madame Lefebvre, vérifiant des plans rue de Rivoli. À l'époque, je croyais que mon travail était synonyme de stabilité. Mais la trahison de Pierre et Jean-Marc a tout bouleversé. Leur décision de me licencier, leurs rires au Café Saint-Germain, leur certitude que je n'étais qu'un rouage remplaçable ont marqué le début d'une nouvelle vie. Maintenant, je vivais autrement. Mon blog, L'Art de Pierre, était lu par des milliers de personnes. Je restaurais des maisons à Dijon, Grenoble, Annecy, contribuant à préserver l'histoire. Mon cours sur l'architecture était acheté par des universités et mes conférences remplissaient des salles. Je travaillais avec des gens qui valorisaient mon travail et choisissaient des projets qui m'inspiraient. Au marché de la Croix-Rousse, Jacques m'a fait un clin d'œil en me tendant des pêches. « Professeur, quand vas-tu vendre des maisons au lieu de les restaurer ?» a-t-il plaisanté. J'ai ri, mis les fruits dans mon sac et continué mon chemin. Ces conversations, l'odeur du pain, le tintement du tramway, tout cela était devenu mon foyer. Lyon m'avait accueilli, m'avait donné un lieu où être moi-même. Je repensais à ma vieille carte de visite avec le logo de l'agence parisienne. Elle était toujours dans un tiroir, mais je ne la sortais plus. À la place, dans ma poche, il y avait une nouvelle carte, avec mon nom et le titre de mon blog. Ce petit bout de papier symbolisait mon parcours. Autrefois, je pensais avoir tout perdu, mais maintenant je comprenais. La trahison m'avait offert la liberté. Le soir, je m'asseyais près de la fenêtre de mon appartement. Le Rhône coulait calmement. Les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau. J'ai pris une gorgée de café et ouvert mon ordinateur. Un nouveau projet m'attendait, la restauration d'une chapelle en Provence. J'ai commencé à lire la description, à prendre des notes. Ce n'était pas juste du travail, c'était la vie que j'avais choisie. Je ne pensais plus à Pierre ni à Jean-Marc, leur agence avait probablement fermé. Antoine m'avait écrit qu'ils avaient vendu le bureau et perdu leur dernier client, mais cela m'était égal. Leur erreur avait été ma chance. Je ne cherchais pas à me venger ni à leur prouver quoi que ce soit. Je vivais simplement, comme je le voulais, et c'était ma victoire.